pas parler de moi, mais vu la teneur de la réunion d'aujourd'hui, je me suis dit que tout compte fait, bon, j'ai plus honte, n'est-ce pas, de parler de moi, parce qu'il est question de figures inspirantes, et puis on se sent forcément impliqué, on est forcément impliqué. Bon, d'habitude, on ne mélange pas histoire de vie relevant de l'autobiographie, se déployant sur le terrain de la singularité personnelle et individuelle et travail de recherche théorique. Cependant, j'ai éprouvé le besoin de déterminer le lieu d'où je parle. En m'appuyant sur cet a priori d'une évidence aveuglante, mais souvent oubliée, que le chercheur n'est pas esprit désincarné, qu'il s'inscrit dans le temps d'une histoire dont il est la résultante, il évolue dans un environnement social, il est bon gré mal gré en relation à l'autre, avec d'autres sujets dans des contextes communautaires qui souvent s'imbriquent et se chevauchent. Cette dimension histoire de vie ne sera pourtant pas développée. Je suis déjà engagé dans un long processus d'élaboration d'une autobiographie expérientielle sur laquelle je reviendrai sans doute. Cependant, elle constitue l'arrière-plan sur fond duquel je prends appui pour introduire la problématique théorique de ma communication de ce jour. À ce titre, je ferai une brève allusion. Je ne suis plus enseignant-chercheur à proprement parler. J'ai quitté le monde de l'enseignement depuis bientôt 7 ans, si bien que je ne me sens plus autorisé à parler d'éducation au sens théorique. Je ne suis même pas compétent pour cela. Cependant, en tant que père de 3 enfants et bientôt grand-père de 7 petits-enfants, l'éducation au sens pratique du terme ne m'est pas étrangère, je la vis au quotidien. Et pour avoir passé divers concours et enseigné la philosophie pendant plusieurs décennies, effectué des travaux de recherche ayant abouti à une thèse de doctorat et à quelques publications, j'ai acquis quelques connaissances théoriques et une certaine maîtrise pédagogique. Donc tout cela légitime ma présence ici parmi vous. Un professeur de philosophie, le hasard d'une rencontre, un questionnement déterminant une problématique, une grande œuvre d'un grand philosophe, voilà ce qui a déclenché ce processus qui dessine l'itinéraire spirituel à l'origine de mes travaux de recherche ainsi que du reste. Tel un voyageur exténué marquant un temps d'arrêt pour se ressourcer et faire le point, je mets à profit l'occasion pour opérer un retour réflexif sur une longue pratique d'enseignement en pédagogue, le chemin parcouru jusque-là, l'expérience acquise, les résultats obtenus et les perspectives pour l'avenir. Un premier constat, le chemin ne préexiste pas au voyageur, il n'est pas indissociable de l'acte de cheminer. Il n'existe pas dans l'absolu le chemin que tout le monde devrait suivre. Une fois parcouru, le chemin se referme derrière le voyageur et ne subsiste que par le souvenir. Le bon chemin, c'est celui-là qui conduit là où l'on voulait aller, en liaison à un projet personnel réfléchi. Qui veut m'emmener où je ne veux pas aller me fait violence? Et c'est une stratégie anti-éducative qui peut provoquer des réactions imprévisibles. Deuxième constat, en matière de résultats, le plus important n'est peut-être pas ce que l'on s'imagine. Des publications, des livres et articles, conférences, séminaires, prix littéraires, tout cela ne manque pas d'attrait, c'est utile et même nécessaire. À l'ère de la rentabilité à tout va, qui ne produit pas, ne découvre pas et ne fait point parler de soi dans les médias risque de voir les subventions supprimées et mourir socialement. Il est très difficile d'innover dans le champ de l'éducation, dans ce champ qui est le nôtre. Des langues plutôt méchantes vont même jusqu'à insinuer que, trop occupés à chercher, ils n'ont pas le temps de trouver. Ce qui fait écho à ce mot d'esprit des grands hommes, des chercheurs on en trouve, des trouveurs on en cherche.
Mais passons. Mais au niveau où nous plaçons le plus important et qui me semble pas relever de la sphère comptable, ce serait plutôt la permanence du questionnement, l'autotransformation du chercheur, les questions qu'il se pose et qui, à l'évidence, sont plus essentielles que les réponses. En conséquence, l'éducation ne doit pas être une marchandise soumise aux lois du marché dictées par la logique de la rentabilité, car il va du devenir spirituel de l'humanité. Et troisième et dernier constat, s'il n'y a pas de chemin tout fait, tout tracé, il y a pourtant des guides. Comment résoudre ce paradoxe? Ces guides seraient plutôt des maîtres, maîtres au sens de magistère et non pas dominus. Des maîtres faisant autorité, ayant donc autorité parce qu'ils nous aident à grandir et sans violence nous emmènent vers une destination dont nous ne soupçonnions peut-être pas l'existence. Bref, des maîtres auxquels nous voudrions ressembler à leur insu, sans qu'ils aient voulu faire école, avoir des disciples. Tels d'entre nous pensent immédiatement à Socrate, à Jésus ou à Bouddha. D'autres à Che Guevara, à Lumumba ou à Sankara. Les maîtres abondent, tapis dans les recoins de notre mémoire. Ce sont des figures inspirantes qui, par leur manière d'être au monde, de penser et d'agir à leur insu, ont suscité des vocations. Je dirais même presque en manière de boutade, c'est pas une plaisanterie. Dis-moi qui est ton maître et je te dirai qui tu es. Eh bien, je vais évoquer, n'est-ce pas, en vitesse, quelques-unes de ces figures inspirantes, mes figures inspirantes, et l'atmosphère certainement favorable à l'éclosion de certaines idées et faire le point sur les résultats de mon itinéraire. Un professeur de philosophie à l'université de Lille, que certains parmi vous connaissent, était Noël Mouloud. Une rencontre fortuite, dictée par le hasard, une visite inopinée à un jeune chercheur qui venait de soutenir sa thèse de doctorat en littérature. Et il avait chez lui un livre. J'ai mis la main dessus. Il m'a dit, tu peux l'emporter. Et ce livre, c'était le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, un grand philosophe. C'était Wittgenstein lui-même. Et l'œuvre dont j'ai parlé, le Tractatus. Et puis une problématique qui m'avait été soumise par le prof, la méthode de vérification et le rapport sémantique des signes en référence, autrement dit, rapport du signe à l'objet qu'il désigne. Cette problématique a déjà donné lieu à quelques publications. Je ne les mentionne pas, on n'a pas le temps. Donc pour le séminaire d'aujourd'hui, j'avais pensé tout simplement, n'est-ce pas, à examiner, si vous le voulez bien, le sujet portant sur la vérité. Mais je vais tout de suite introduire, si vous le voulez bien, le problème. En ce qui concerne la vérité, il n'y a pas de définition cohérente de la vérité. Joseph, excuse-moi, en 5 minutes, hein. Tu as 5 minutes en tout là maintenant. J'ai encore 5 minutes? Oui, tu n'as plus que 5 minutes. Bon, d'accord. Donc, la plupart des questions, la plupart des problèmes qui sont posés en philosophie se révèlent n'être à l'examen que de pseudo-problèmes qui prennent leur source dans un usage pathologique de la logique du langage. Il ne saurait être question de chercher à les résoudre, mais à les dissoudre, à défaire les nodosités de l'entendement et à procéder à une véritable éducation spirituelle de l'entendement. Donc c'est en ce sens que Wittgenstein distingue deux conceptions de la philosophie
une conception philosophie métaphysique. Donc, de ce point de vue-là, la philosophie est à l'origine des pseudo-questions, des faux problèmes. Et une deuxième conception de la philosophie, celle de Wittgenstein, la philosophie est une thérapie contre les premiers problèmes engendrés par un usage illégitime, donc pathologique, du langage. Donc, quelques-uns de ces faux problèmes, le problème de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Il n'y a pas de définition logiquement satisfaisante de la vérité. Un deuxième faux problème, c'est le temps. Il n'y a pas de définition du temps non plus. Troisième faux problème, il n'y a pas de définition de la conscience. Il n'y a pas de définition du moi, du je. Est-ce qu'il me reste encore du temps? Et selon Wittgenstein, on ne résout La pas conclusion, il te reste du temps pour conclure. Il n'y a pas de... Pour conclure. Hein. Oui. Lorsqu'il faut faire de faux problèmes, ce n'est surtout pas de le résoudre, c'est éventuellement montrer qu'il s'agit de faux problèmes et puis trouver le moyen, n'est-ce pas, de s'en sortir. Donc, ce que j'aurais aimé faire si j'avais le temps, c'est d'illustrer, n'est-ce pas, cette démarche par laquelle Wittgenstein donne les moyens pour montrer qu'il s'agit réellement de faux problèmes et s'en sortir. Le lien avec l'humour, lorsque l'on constate que c'est un faux problème, bien on rit. Et s'il s'agit de faux problèmes, s'il s'agit de vrais problèmes plutôt, à ce moment-là, on met en place une stratégie permettant la discussion de thèses jusqu'à résoudre, n'est-ce pas, ce problème. Ça va? Je suis vraiment désolé de m'arrêter là. J'avais beaucoup de choses à dire, mais en 10 minutes,